Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. Tour à tour craint, honni, respecté et parfois même adoré, Luft Huron fut le maître de chapitre des Astral Claws et le souverain autoproclamé de l'ensemble du secteur de Badab. C'est par l'entrelac de ses manœuvres politiques, de son orgueil démesuré et d'une paranoïa croissante que s'embrasa le conflit que l'Imperium nommerait plus tard la guerre de Badab. Nombreux sont ceux qui, après sa chute, affirmèrent qu'un homme aussi imparfait n'aurait jamais dû accéder au commandement d'un chapitre de l'Adeptus Astartes. D'autres soutinrent qu'ils furent corrompus par une influence xénos ou insidieusement pervertis par les murmures du Warp. Pourtant, ces jugements rétrospectifs élus d'une vérité essentielle et incontestable. Luft Huron était un guerrier d'exception. Par la seule force de ses exploits martiaux, il aurait pu être compté parmi les champions légendaires de n'importe quel chapitre loyal de l'Adeptus Astartes. Avant que les Astral Claws ne basculent dans l'hérésie ouverte, Huron s'était forgé une réputation de combattant redoutable, de chef charismatique et de stratège accompli. Son autorité naturelle galvanisait ceux qui combattaient sous sa bannière, et sa présence sur le champ de bataille suffisait souvent à raffermir des lignes prêtes à céder. Général méthodique et audacieux, Huron démontra à maintes reprises au cours de la campagne de Badab une maîtrise tactique capable de rivaliser avec celle des plus éminents commandants Space Marines de son temps. Ses victoires, obtenues contre des forces parfois supérieures en nombre ou en prestige, témoignent d'un esprit militaire remarquable, hérité, disait-on, de l'âge des grands héros de l'Imperium. C'est précisément cette grandeur, alliée à une ambition sans frein et à une défiance croissante envers l'autorité impériale, qui fit de Luft Huron non seulement un chef redouté, mais aussi l'un des traîtres les plus tragiques et les plus dangereux que l'Imperium ait connus.
Bien que la majorité des archives relatives aux Astral Claws aient été perdues, expurgées ou volontairement effacées à la suite de la guerre de Badab, certains fragments subsistent encore, suffisamment cohérents pour retracer l'ascension initiale de Luft-Huron. Ces sources concordent pour affirmer que sa renommée débuta alors qu'il n'était encore qu'un éclaireur novice lors des dernières phases de la croisade de Ribos. C'est au cours de cette campagne, durant la destruction du monde exodite de l'île Ogier, que Huron révéla pour la première fois l'ampleur de son potentiel. Pris dans un assaut psychique d'une rare violence menée par les mystiques Aeldari défendant leur monde condamné, le jeune Huron parvint néanmoins à conserver une volonté intacte. Là où d'autres furent paralysés ou consumés par les spectres mentaux de l'ennemi, il se fraya un passage à travers les manifestations psychiques meurtrières, avançant malgré la douleur et la désorientation. Il atteignit finalement le cœur de la résistance ennemie et tua de ses propres mains un grand prophète Eldar, un exploit d'autant plus remarquable qu'il fut accompli sans armes, dans le seul but de sauver son escouade de l'anéantissement. Après son initiation complète au sein de l'Adeptus Astartes, Huron fut affecté à la réserve de Devastators de son chapitre. Là encore, il se distingua rapidement, révélant un esprit analytique aiguisé et une aptitude naturelle au commandement. Dans de nombreux engagements, il démontra une compréhension exceptionnelle du champ de bataille, se montrant particulièrement doué pour la conception de schémas d'appui-feu complexes. Pour Huron, l'art de la destruction à distance n'était pas une simple application de doctrine établie, mais un véritable défi intellectuel, une équation martiale où chaque tir devait s'inscrire dans une logique implacable. Ces talents lui valurent évidemment une succession rapide d'honneurs ainsi qu'une réputation grandissante de maître de l'artillerie et de la puissance de feu concentrée. Réputation rare même parmi les Space Marines. Sa progression au sein du chapitre fut fulgurante. D'abord intégré à la 3e compagnie de combat, puis admis au sein de la prestigieuse 1re compagnie de vétérans des Astral Claws. À ce stade, Luft-Huron se vit confier le commandement de guerriers disposant parfois de plusieurs décennies, voire de siècles d'expérience martiale supplémentaire. Une marque de confiance exceptionnelle, mais aussi une reconnaissance tacite de son autorité naturelle. En tant que chef et combattant, Huron ne tarda pas à exceller au plus haut niveau. Sa nomination comme capitaine de la 4e compagnie de combat consacra cette ascension. C'est dans ce rôle que ses capacités atteignirent leur pleine mesure. Ses stratégies audacieuses et ses tactiques innovantes permirent à ses forces de triompher d'ennemis non seulement supérieurs en nombre, mais parfois bien plus puissants en termes de ressources et en réputation. Ces victoires successives renforcèrent son prestige, tout en consolidant l'attachement presque absolu de ceux qui servaient sous ses ordres. Toutefois, cette ascension fulgurante ne fit pas l'unanimité au sein du chapitre. Certains officiers vétérans observèrent avec inquiétude la loyauté farouche et quasi personnelle que le charisme d'Huron inspirait à ses subordonnés. Une loyauté que d'aucuns jugèrent dangereusement plus forte que celle due au chapitre lui-même, voire à l'empereur. Ces soupçons, bien que jamais formellement étayés à l'époque, constituèrent les premières fissures d'une défiance latente. Lorsque Luft-Huron fut élevé au rang de maître de chapitre en 697 M41 à la suite de la mort de son prédécesseur au combat, il entreprit de remodeler les Astral Claws avec une détermination et une autorité presque sans précédent. Usant de son influence sur les autres chapitres gardiens du Maelstrom avec une habileté politique rarement égalée, il imposa sa vision stratégique à l'ensemble du secteur. Sous son commandement, les Astral Claws remportèrent victoire sur victoire, souvent dans des conditions désespérées et contre toute attente. Les succès répétés d'Huron réduisirent rapidement ses détracteurs au silence. À ce stade de son règne, peu pouvaient encore nier que Luft-Huron incarnait l'un des chefs de guerre les plus brillants de son époque, même si, rétrospectivement, ces mêmes succès contenaient déjà les germes de la tragédie à venir.
Cependant, cette ascension éclatante ne devait pas durer. Lorsque les conditions stratégiques et politiques de la zone du Maelstrom commencèrent à se détériorer, que les équilibres précaires sur lesquels reposait son autorité se brisèrent et que les desseins du souverain autoproclamé furent contrariés par des facteurs échappant à son contrôle, Luft-Huron changea profondément. Aux yeux des observateurs extérieurs, il devint progressivement plus autoritaire, plus méfiant, voire ouvertement paranoïaque. Pour lui, toutefois, ces mesures n'étaient que des réponses nécessaires à un encerclement qu'il jugeait inévitable. C'est dans ce climat de défiance et de certitude martiale qu'il s'engagea sur la voie sombre qui conduirait inexorablement à la guerre de Badab. Aveuglés par le poids des victoires passées, par des serments anciens et par une loyauté forgée au fil de décennies de combats communs, les Astral Claws ne furent pas les seuls à suivre Huron dans sa chute. Les chapitres alliés, liés par des pactes de défense mutuelle et par une reconnaissance sincère de son génie militaire, choisirent eux aussi de lui rester fidèles. Ensemble, ils s'engagèrent dans un conflit fratricide qui devait les mener à une ruine partagée, scellée dans le sang de l'Adeptus Astartes. Durant toute la durée de la guerre de Badab, Huron demeura un commandant d'un talent exceptionnel, bien que de plus en plus instable dans ses décisions et dans sa perception de l'ennemi. Il privilégia des stratégies fondées sur une défense acharnée soutenue par des contre-attaques fulgurantes et des manœuvres de flanc exécutées avec une précision calculée. Il retourna sans scrupule ses connaissances approfondies des doctrines de l'Adeptus Astartes contre ses anciens frères, exploitant à maintes reprises leur attachement rigide au Codex Astartes pour les prendre au dépourvu et les vaincre. Lorsque les circonstances le permettaient, Huron choisissait de mener personnellement ses forces d'assaut depuis la ligne de front. La vision de sa silhouette massive, enfermée dans une armure lourde marquée par les combats, avançant inexorablement à travers les rangs ennemis, galvanisait ceux qui combattaient sous sa bannière. Pour ses partisans, sa présence incarnait la légitimité de leur cause et la certitude d'une victoire encore possible, même face à l'ensemble de la puissance impériale. La chute de Luft-Huron survint lors de la bataille finale pour le palais des Ronces lorsque les défenses de Badab Primaris finirent par céder sous l'assaut coordonné des forces loyalistes. Grièvement blessé et laissé pour mort au cœur du carnage, Huron disparut dans la confusion de la défaite. Son corps fut arraché au champ de bataille par ses plus fidèles partisans et soustrait à la destruction totale de la planète. Pendant plusieurs années, le sort réel de Luft-Huron demeura entouré d'un épais mystère. Était-il mort dans les ruines du Palais des Ronces ou avait-il survécu à des blessures que nul Space Marine n'aurait pu endurer? Cette incertitude, entretenue par le silence des archives impériales et par les rumeurs persistantes, ne fit qu'alimenter la légende. Jusqu'à ce que le nom de Huron Sombrecœur commence à circuler dans les zones les plus obscures du vide. Le tyran avait survécu, mais sa survie eut un prix terrible. Près de la moitié de son corps dut être arraché à la mort et reconstruit artificiellement tandis que les vaisseaux mutilés des Astral Claws erraient sans but dans les courants instables du Maelstrom. Durant 12 jours entiers, Luft-Huron demeura suspendu entre la vie et l'anéantissement, maintenu par des machines et une volonté farouche qui refusait de céder. Lorsqu'il parvint enfin à se relever et à revêtir de nouveau une armure énergétique, ils virent dans cette résurrection une preuve irréfutable de sa destinée exceptionnelle. Presque une bénédiction arrachée au destin lui-même. Bien que ses forces ne fussent plus que l'ombre de l'armée qui avait défié l'Imperium, Huron ne tarda pas à reprendre l'initiative. À peine remis sur pied, il lança ses survivants à l'assaut du premier repère de pirates qu'ils rencontrèrent dans le Maelstrom. En quelques heures à peine, la forteresse fut submergée et la majorité de ses occupants massacrés sans pitié.
Les rares survivants, brisés par la violence et la détermination implacable du tyran, apprirent à craindre sa colère et lui jurèrent allégeance. Par cette méthode brutale mais efficace, Huron assembla progressivement une coalition disparate de renégats, d'exilés et de parias, tous attirés ou contraints par sa puissance et sa réputation grandissante. C'est ainsi que naquit Huron Sombrecœur, seigneur de guerre du Maelstrom. Bientôt, il régna sur un véritable empire d'hérétiques et de pillards. Les Space Marines qui l'avaient suivi dans la damnation abandonnèrent définitivement leur ancienne identité pour devenir les Red Corsaires, recouvrant de rouge sang l'héraldique effacée des Astral Claws, des Lamenteers, des Mantis Warriors et d'autres bandes de guerre plus connues, comme pour sceller leur rupture irrévocable avec l'Imperium. Depuis quelques années, les attaques des Red Corsaires semblent s'être espacées. Pourtant, nombreux sont ceux qui murmurent qu'il ne s'agit que d'un silence trompeur, le calme précaire précédant une nouvelle tempête de sang. Lorsque Huron mène personnellement un raid, celui-ci est toujours marqué par une audace calculée. Frappe rapide, attaque contre des convois lourdement escortés, exploitation impitoyable de la vitesse et de la surprise. Loin de décliner, les effectifs des Red Corsaires ne cessent de croître et le nom d'Huron est désormais chuchoté avec une crainte croissante jusque dans les régions les plus reculées bordant le Maelstrom. Pillard accompli et maître de dizaines de flottes, Huron Sombrecœur dispose de ressources supérieures à celles de n'importe quel seigneur de guerre opérant à des centaines d'années-lumière autour du Maelstrom. À son bras trône la griffe du tyran, prodige de bionique et de destruction, combinant des serres enveloppées d'un champ disruptif crépitant à un lance-flamme lourd intégré, capable de réduire en cendres quiconque s'oppose à sa volonté ardente. Dans son ombre rôde une créature étrange, un quadrupède nommé la Madria, un familier d'origine probablement démoniaque dont la présence confère à Huron de redoutables capacités psychiques. Pourtant, malgré ses artefacts et ses pouvoirs impies, le tyran demeure prisonnier de son propre corps meurtri. Les douleurs incessantes héritées de sa chute lors de la guerre de Badab ne l'ont jamais quitté. Certains affirment que cette souffrance permanente alimente la noirceur qui le consume désormais, forgeant une haine froide et absolue à l'égard de l'Imperium qu'il a rejeté. Quelles que soient les véritables motivations qui animent encore Huron Sombrecœur, une chose demeure certaine. Ce seigneur de la destruction compte parmi les renégats les plus dangereux et les plus redoutés jamais recensés par les archives impériales. L'œil de la Terreur n'est pas l'unique balafre béante de la galaxie à servir de sanctuaire aux Space Marines du chaos. À l'autre extrémité de ces plaies empyréennes, les pillards du Maelstrom infestent l'espace sur des dizaines d'années-lumière dans toutes les directions. Parmi eux, nul n'inspire davantage de terreur que les Red Corsaires menés par le tyran de Badab, Huron Sombrecœur. À l'aube de la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau, Huron lança ses propres offensives coordonnées contre les mondes de l'Imperium. Ces assauts simultanés, menés avec une précision calculée, eurent pour effet de disperser et d'épuiser les forces de l'Adeptus Astartes, déjà engagées dans une lutte désespérée pour contenir l'irruption massive des légions du chaos. Par cette manœuvre, Huron démontra une fois de plus sa capacité à frapper l'Imperium là où sa vigilance faiblissait, transformant une guerre déjà titanesque en un conflit aux fronts innombrables. Avec l'ouverture de la Grande Faille, le Maelstrom perdit son statut d'anomalie isolée pour devenir l'un des nombreux nœuds d'une cicatrice empyréenne d'une ampleur sans précédent, s'étendant à travers l'Imperium tout entier. Ce bouleversement du tissu de la réalité ne freina nullement les Red Corsaires. Il renforça au contraire leur liberté de mouvement. Au fil de pillages quasi ininterrompus menés contre les domaines de l'Empereur, Huron Sombrecœur et ses pirates sont devenus des maîtres incontestés dans l'art de naviguer et d'exploiter les zones instables de l'Immaterium,
là où l'espace réel s'effiloche et se confond avec le warp. Désormais, les raids corsaires ont été signalés bien au-delà des confins traditionnels du Maelstrom, apparaissant là où aucune flotte renégate n'aurait dû pouvoir se rendre sans préparation extrême ou appui occulte. Il est tenu pour certains, au sein des cercles les plus informés de l'Imperium, que le tyran de Badab a scellé de sombres pactes avec des entités tapies dans le warp. Certains rapports d'exaction, jugés trop troublants pour être largement diffusés, affirment même qu'Huron Sombrecoeur aurait été aperçu simultanément dans 2 segmentums distincts, défiant toute logique connue de la navigation spatiale. Qu'il s'agisse d'une ruse, d'un mensonge né de la panique ou de la preuve d'une damnation plus profonde encore, ces témoignages suffisent à rappeler une vérité inquiétante. Huron Sombrecoeur n'est plus un seigneur pirate. Il est devenu une menace diffuse, insaisissable, capable de frapper l'Imperium où et quand il le souhaite, tel un écho de haine résonnant à travers la galaxie fracturée.